Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Et d'ici là, nous allons donner la parole à François Martin et Isabelle Péourtic des éditions Actes Sud pour une rencontre intitulée « Monde d'ados ». Des romans et des documentaires qui questionnent, bouleversent, font voyager ou font rêver les lecteurs. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous, je suis Isabelle Péourtic, je dirige les éditions Actes Sud Junior. Je suis par ailleurs éditrice de documentaires. Je suis avec François Martin, qui est éditeur de fiction, de tous les romans ados et pour les plus jeunes également. Nous sommes également avec Pauline, qui a préparé avec nous cette intervention. Donc, on a intitulé cette intervention « Monde d'ados » en écho à la thématique de Montreuil cette année, « Désir de monde ». Ça nous semblait important de mettre l'accent sur cette tranche d'âge, sur cette période de la vie assez importante où justement des mondes sont inventés et des mondes sont désirés plus particulièrement. Des mondes du présent, mais aussi beaucoup des mondes du futur, dans une période où de nombreuses interrogations émergent, de nombreuses préoccupations qui n'étaient pas les mêmes que celles des générations précédentes, autour de l'environnement, autour des questions sociétales, des questions de genre, des questions d'engagement. Voilà, toutes ces questions-là sont traitées, sont abordées dans les livres qu'on publie chez Actes Sud Junior pour les adolescents. Et on a vraiment mis l'accent cette année sur ces jeunes à qui on a envie de donner, d'ouvrir un univers, de donner de l'espoir, de donner aussi le plaisir de lire et de découvrir d'autres mondes. Voilà, donc nous allons commencer, voici un panorama des romans, donc François va vous parler des romans d'Actes Sud Junior. Oui, bonjour à vous. Donc, comme le disait Isabelle à l'instant, de la même manière que pour le documentaire, dans la fiction, je suis aussi très attaché effectivement à proposer des romans résolument contemporains dans leur sujet, mais aussi dans les écritures, des écritures percutantes, des voix d'auteurs d'aujourd'hui, et qui font écho, voilà, à ces questionnements de la jeunesse d'aujourd'hui, notamment des questionnements relatifs à l'identité, d'où l'on vient, qui l'on est. Et dans les 5 romans de cette rentrée que je vous présente, il y en a 3 qui, dans un registre réaliste, vraiment s'inscrivent dans cette problématique. Viking Girl, Ne le dis pas à papa et Dernière manche. Et dans un autre registre, qui est un registre en revanche fantastique, avec Les Errantes et Émergence 7, là on aborde ces questions, on explore toute la palette d'émotions propres à l'adolescence dans le registre fantastique, dans la littérature de genre. Je vois qu'on passe au documentaire. Alors, dans le documentaire, il y en a 2 ici qui ont été publiés cet automne, donc Combattantes, Rugby, une histoire de femme, d'Isabelle Colomba et Sophie Bouxom, qui racontent l'histoire du rugby féminin en France depuis le début du XXe siècle. Génération puissante de Bérengère Portalier et Walter Glassow, qui est un manifeste pour soutenir le combat collectif contre les problèmes environnementaux qui menacent la planète, et puis 2 documentaires qui vont paraître en 2023, tout début 2023, en février, Changer les règles et C'est quoi mon genre, où là, on s'inscrit dans une collection vraiment dédiée aux questions qui touchent les adolescents dans leur corps, dans leur vie avec les autres, et qui les aident, qui sont destinés à les aider à répondre à certaines questions. Alors, dans le fil conducteur de notre présentation, on fait un ping-pong entre le doc et le roman, et je commence par Émergence 7, dont vous avez sans doute entendu déjà parler de ce livre, qui est un peu un projet
même beaucoup, pas un peu, est vraiment inédit en littérature jeunesse et qui vraiment nous embarque dans une expérience de lecture où voilà, les émotions, l'imagination du lecteur est constamment sollicitée entre fresques apocalyptiques, puisqu'il est question de l'apparition d'un monstre, drame intime, et puis aussi chronique adolescente, puisque c'est une bande de jeunes gens sur une île et qui vont devoir affronter des événements dramatiques et qui le font en étant soudés, en faisant front, avec aussi beaucoup d'humour. Il y a un côté aussi Stranger Things, teen movie dans ce livre. Et cette histoire, c'est une histoire aussi de rencontre entre un auteur confirmé, Vincent Mondiaux, et puis une illustratrice, Enora Sobi, dont c'est le premier roman, 200 pages illustrées. Donc pour un premier roman, c'est une œuvre tout à fait audacieuse et qu'elle a menée avec brio. Et lorsqu'on feuillette le roman, on voit qu'elle a eu ce souci de ménager des ambiances chromatiques différentes qui correspondent aux variations, aux différentes temporalités et ambiances de narration dans le livre. Mais je crois que c'est Vincent qui en parlera le mieux, donc je lui donne la parole. On n'a pas de son là. On n'a pas le son. Bonjour, je suis Vincent Mondiaux, auteur de livres pour adolescents. J'écris principalement pour les adolescents parce que c'est un âge, je trouve, le collège, le lycée, où on a envie d'être fan, on a envie de se passionner pour les œuvres qu'on aime. Là où adulte, on continue évidemment à découvrir des œuvres qui peuvent être passionnantes, mais qu'on va peut-être aborder sous un angle plus analytique, plus intellectuel. Moi, j'avais envie aujourd'hui et depuis le début de ma carrière, de provoquer un peu cet effet de passion, d'envie d'être fan, aujourd'hui de l'autre côté de la barrière en tant qu'auteur, mais de provoquer ça chez mes lecteurs. C'est quelque chose, moi, les œuvres qui m'ont le plus marqué sont les œuvres que j'ai découvertes à cet âge-là et qui continuent à m'accompagner aujourd'hui. Et j'espère que ce sera le cas aussi avec mon dernier roman, Émergence 7, sorti il y a 2 mois chez Actes Sud, qui est un roman totalement illustré par Enora Sobi. Quand je dis totalement illustré, c'est que vraiment, il n'y a aucune page avec juste du texte, il y a du dessin aussi partout, et qui raconte l'histoire de Léon, un homme d'une trentaine d'années qui revient sur la petite île bretonne où il a grandi, une petite île bretonne sur laquelle s'est passé, alors qu'il était collégien, un cataclysme, à savoir qu'un monstre géant est sorti de l'eau et a tout ravagé derrière lui, coûtant la vie de plusieurs des amis de Léon. Et donc Léon revient sur l'île et se rappelle de ce traumatisme. C'est un long flashback en fait qui revient sur cette journée. C'est aussi une manière pour nous, pour Enora et moi, de traiter du traumatisme, de la dépression, du deuil, de la souffrance, à travers le prisme de cette histoire fantastique de ce monstre géant qui est une espèce de métaphore d'une certaine façon. Et on espère que c'est un récit qui justement pourra provoquer chez les lecteurs adolescents cette envie de creuser, de devenir fan, entre guillemets. On a laissé volontairement des zones de mystère dans le livre au sujet de ce monstre, au sujet de son origine. Il y a plein de choses, je pense, pour laisser aussi la place au lecteur dans le récit. Ne pas tout lui imposer et le laisser, lui, investir ce livre comme il en aura envie. Et donc, Génération puissante de Bérengère Portalier, illustré par Walter Glassoff. Donc, il s'agit d'un livre qui a une portée, on va dire, politique, presque. C'est un manifeste que Bérengère a voulu écrire pour aider les jeunes, les adolescents à composer, à agir avec le malaise qu'ils ressentent, qu'ils peuvent ressentir, l'angoisse, l'éco-anxiété qu'ils peuvent ressentir, le découragement, la culpabilité aussi qu'ils peuvent avoir, et aussi la colère par rapport aux générations qui les précèdent, pour cette inaction qui est celle des politiques, qui est celle parfois de leur famille, de leur entourage, pour essayer de faire en sorte que la catastrophe n'arrive pas sur la planète. Alors ça aborde les notions d'effondrement, ça aborde les notions de résilience aussi, de combat collectif. Il y a beaucoup dans ce livre, c'est un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout un peu organisé, qui donne à la fois des informations concrètes,
des informations, par exemple, sur la question de la surpopulation, ou sur la question de l'eau, ou sur la question de la consommation. Et par rapport à ces informations, on donne aussi, on essaye aussi de faire entrevoir des solutions et de dessiner un futur. Et c'était ce qu'on avait vraiment envie de faire avec Bérengère dans ce livre, c'était donner, d'ouvrir quelques portes qui apporteraient de l'espoir aux adolescents. Et le fait que ce livre soit un peu composé à la manière d'une bande dessinée avec des bulles, avec des personnages qui sont voilà, qui parlent, qui sautent, qui sont dessinés en situation, bon, voilà, les situations typiques des adolescents, je pense, fait en sorte qu'ils peuvent vraiment se reconnaître dans ce livre et peut-être s'encourager mutuellement, essayer de composer des collectifs, de rejoindre d'autres collectifs existants pour eux surmonter leur anxiété et puis passer à l'action. Parce que finalement, le fait d'agir, ça permet de dédramatiser les situations, ça permet de les comprendre. Et c'est aussi ce que ce livre a essayé de dire. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Bérengère. Bonjour, je suis Bérengère Portalier et je suis l'autrice du livre Génération puissante qui vient de sortir chez Actes Sud Junior. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les préados à faire face à l'angoisse que peut susciter l'état de la planète, donc face à l'angoisse écologique. Donc, je suis partie de ce que je ressentais de leur colère ou leur désarroi pour me poser deux questions qui étaient déjà comment parler d'écologie sans nier les problèmes, mais sans non plus dramatiser au point de transmettre une angoisse qui empêche de grandir normalement. Et puis, deuxièmement, comment donner aux jeunes les moyens de se positionner et de trouver des moyens d'action face à tout ça. Ma conviction, c'est qu'on ne s'en sortira que par le collectif. C'est donc un livre qui est très politique. Et donc, tout le côté passionnant de l'affaire, en tant qu'autrice, ça a été de parler de politique à des jeunes. Ce sont des sujets très compliqués que je voulais rendre accessibles, mais je ne voulais pas les simplifier bêtement. Donc, on aborde beaucoup de sujets tels que les droits de l'homme aussi, tels que le fait de faire société avec des personnes qui n'ont pas la même conscience ou avec des personnes qui ont la même conscience mais qui n'ont pas les mêmes convictions, comment se positionner par rapport à ses parents, ça aborde tous ces sujets-là, avec l'idée surtout que l'écologie, ça ne soit pas une longue suite de frustrations et d'interdictions qui bouchent l'avenir, mais au contraire, que ce soit une invitation à rêver d'un monde désirable et à former des collectifs, à sortir de chez soi pour aller à la rencontre des autres, pour pouvoir faire advenir ce monde désirable. Et donc, nous repassons à la fiction, roman, avec Les Errantes de Jovitech. On a Germain Barthélémy, à qui l'on doit la couverture des Errantes, a réalisé donc un petit teaser, comme on dit en bon français, de ce roman, et qui donne voilà, immédiatement l'atmosphère du livre, qui est celle d'un thriller, d'un roman d'épouvante. Et on sait que Jovitech est orfèvre du genre. Je publie 10 ans après le premier roman que j'avais édité de Jo, qui s'appelle Peur Express, qu'on va d'ailleurs rééditer en format poche en 2023, qui était déjà un huis clos dans un TGV à la veille de Noël, des voyageurs coincés dans ce TGV et des jeunes gens qui étaient en proie à des apparitions fantomatiques, des phénomènes paranormaux. Et il est question de paranormalité dans ce nouveau roman de Jo. On se retrouve sous les toits d'un immeuble parisien, un immeuble bourgeois, haussmannien, et dans les chambres de bonne décrépies, où 3 jeunes filles se retrouvent, elles cohabitent, elles ne se connaissent pas au départ. En fait, tout les oppose d'ailleurs. Il y a Suzanne, qui est une gameuse hors pair, qui veut devenir célèbre dans un milieu plutôt machiste, et puis qui tout d'un coup, dans son jeu, dont elle pense qu'elle maîtrise tous les recoins, voit surgir un fantôme qui empêche le jeu vidéo de se dérouler. Il y a Saskia. Saskia, c'est une étudiante estonienne qui fait ses études en France, aux Beaux-Arts. Elle vient d'être vraiment méchamment éconduite par un galeriste parisien, Stolbinard, qui lui a jeté son travail. Et elle voit apparaître un fantôme, elle a une présence dans sa chambre. Et la troisième, qui est la plus jeune, Anne-Lise, qui est
la fille des propriétaires de plusieurs appartements et de ses chambres de bonne. Et elle vit en total décalage avec son époque, avec aussi sa famille. Elle vit une crise mystique. Alors, ce sont donc des apparitions, des voix, des phénomènes paranormaux qui vont les réunir, ces trois jeunes filles, et qui vont faire qu'elles vont unir leurs forces. Mais alors, qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les relie? C'est tout l'enjeu du roman que vous allez découvrir, ou que vous avez peut-être déjà lu, ou l'avez vécu. C'est l'histoire, des histoires personnelles, des drames personnels. C'est aussi l'histoire particulière de cet immeuble, ce qui s'est passé dans ces chambres de bonne au siècle dernier. Et puis, c'est l'histoire des femmes, puisque en miroir de ces trois figures, qui sont vraiment des figures de fiction, des trois personnages qui ont une vraie épaisseur et dont on suit vraiment l'itinéraire avec beaucoup d'empathie. C'est en miroir, il y a des personnages réels qui ont existé, une peintre suédoise pionnière de l'art abstrait, mais qui a totalement été occultée de l'histoire de l'art parce que c'était une femme précisément et qu'il fallait que ce soit des hommes qui soient au premier plan, ou Marguerite Porete, une femme de lettres mystiques qui a été brûlée en place de Grève. Donc on peut lire à la fois ce roman comme c'est d'abord un récit d'épouvante, un récit thriller, enfin un thriller vraiment efficace et Jo a vraiment le talent pour ça. Et puis aussi, et c'est une de ses préoccupations que l'on voit dans son œuvre, livre après livre, on peut le dire aussi comme une sorte de brûlot mystique. La transition peut se faire assez facilement pour changer les règles par rapport aux Errantes, qui est un film qui est un livre qui parle qui parle des femmes et qui parle aussi du corps des femmes ou Tout à fait. C'est une thématique qui est importante dans le roman de Jovitek. Et changer les règles, c'est un phénomène physique, c'est quelque chose qui concerne la moitié de l'humanité, donc qui concerne essentiellement les femmes, et qui est tabou. Maintenant, dont on commence un peu c'est un sujet qu'on commence à aborder maintenant dans la littérature jeunesse. Déjà, certains documentaires sont sortis sur ce sujet. Mais ce que Claire Lecoeuvre a voulu faire ici, elle a voulu aborder la question, d'abord d'un point de vue physiologique, en expliquant ce qui se passe dans le corps quand on a ses règles et ce qui se passe quand on ne les a pas, éventuellement, pourquoi ça peut engendrer certaines souffrances, comment on vit avec, quels sont maintenant les différents moyens qu'on a à sa disposition quand on est une femme et qu'on a ses règles, mais aussi d'un point de vue culturel et anthropologique. Ce qu'elle a essayé de montrer, c'est à quel point ce sang qui coule une fois par mois a été un des supports de l'instauration du patriarcat dans l'humanité. En fait, c'est ce sang qui change tout, qui fait peur, qui effraie, et puis en même temps qui est nécessaire pour s'assurer que la femme est ou n'est pas enceinte et qu'elle est d'abord en position d'être reproductrice, puis ensuite, pour savoir si elle est enceinte ou pas. Donc, parce que les hommes se sont rendus compte assez rapidement du rapport qu'il y avait entre les règles et l'absence des règles et la grossesse. Et donc, c'est intéressant, notamment à travers l'évocation des nombreuses métaphores et de nombreuses expressions qui existent d'un pays à l'autre pour désigner les règles, puisqu'on les appelle rarement par leur nom. Maintenant, on commence à le faire, mais pendant longtemps, ça a été le support d'une imagerie assez incroyable et qui correspondait vraiment à la culture de chaque pays. Et un tabou. Et un tabou aussi, effectivement. Donc, c'est très intéressant de voir, comment chaque culture a pris le parti de les nommer. Et aussi comment, dans beaucoup de cultures, les règles ont servi à exclure les femmes pendant le temps, les jours où le sang coule, à exclure les femmes du groupe social, à les mettre de côté et à les renforcer encore plus dans un état de soumission par rapport aux hommes.
On avait une vidéo qui était prévue avec Claire Lecoeuvre, mais malheureusement le son n'est pas assez audible pour qu'on la diffuse. Et si je me permets juste de rajouter donc un commentaire, il y a une vidéo TikTok en ce moment qui circule où une jeune fille interviewe les garçons justement sur les règles. Et c'est assez édifiant, effectivement. Je pense que c'est un livre aussi qui va être très, très utile pour les garçons. Pour les garçons, tout à fait. Et donc là, on revient à la fiction avec Viking Girl. Donc, c'est le premier roman de Pauline Pinson. Donc, Pauline Pinson, certains la connaissent peut-être comme scénariste de bande dessinée. Elle travaille beaucoup dans l'audiovisuel. Et là, elle signe un premier roman où il est question aussi, donc là on suit notre fil rouge par rapport à la question de la filiation, mais c'est plus là aussi sur la filiation, on va dans le biologique, de savoir d'où on vient, et on sait aujourd'hui qu'il y a différentes formes de filiation, qu'il y a différentes formes de famille, et c'est un premier roman bref et en même temps extrêmement, qui se lit d'une traite avec un ton très, très, très pop, une énergie dans l'écriture qui est vraiment très, très rafraîchissante. Et c'est un premier roman, donc voilà, c'est aussi important dans un catalogue de publier des premières œuvres. Et je donne la parole à Pauline pour en parler mieux que moi. Viking Girl raconte l'histoire de deux sœurs qui sont nées d'une mère célibataire grâce au don de spermatozoïdes d'un donneur donc danois. Il y en a une qui ne se pose pas de questions, qui vit sa vie, et la seconde, Brune, auquel on va s'intéresser, qui elle s'en pose, notamment parce qu'elle est très blonde alors que toute sa famille, dans sa famille, sont tous bruns, et aussi parce qu'elle a une tache en forme de bottine sur le front. Donc elle aime bien, elle fantasme un peu sur ce père, ce géniteur viking, elle dit qu'elle a du sang viking, tout ça, elle joue avec ça. Et un jour, en regardant l'Eurovision, qui est donc une émission de concours de musique entre différents pays d'Europe, elle va voir qu'un musicien du groupe danois a la même tâche qu'elle. À partir de ce moment-là, elle va, en mode obsessionnel, rentrer dans une quête pour essayer de le retrouver. Donc on va partir dans une sorte de rose movie loufoque avec une bande de copains qui vont l'accompagner à travers ce périple. Moi, j'ai beaucoup aimé écrire pour les adolescents, déjà parce que je me sens très proche, encore très adolescente. L'adolescente qui est en moi revient régulièrement me rendre visite. Et en même temps, comme maintenant j'ai 43 ans, j'ai quand même acquis une certaine expérience qui fait que j'ai pu parler dans ce livre avec une voix, donc à la première personne d'une ado, mais avec, en distillant un petit peu des petits conseils ou en ajustant des situations telles que j'aurais voulu qu'elles se passent à l'époque et des petits conseils que j'aurais aimé qu'on me donne, notamment... par exemple, mon héroïne, elle va prendre l'initiative d'embrasser le garçon qui lui plaît, qui est consentant évidemment, chose que moi je n'aurais pas faite parce que j'étais plus dans la passivité, attendre qu'on me désire, ne pas oser, tout ça. Donc c'est assez agréable de pouvoir rectifier le tir, revivre un peu une adolescence un peu différente avec les modèles d'aujourd'hui, le nouveau champ des possibles des ados d'aujourd'hui et de participer à ces nouveaux modèles. Le livre, j'espère, intéressera les ados parce qu'il parle d'un personnage qui se sent différent et incomplet et qui va faire de cette différence une richesse et qui a un âge aussi où on quitte un peu le cocon familial pour se créer son propre écosystème avec une bande d'amis sur qui on peut compter et où on s'ouvre vers l'extérieur et vers les nouvelles choses. Voilà, des nouveaux horizons. Voilà. Oui, une petite précision sur le changer les règles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il est publié dans une collection qu'on a développée depuis 2 ou 3 ans maintenant, qui sont des livres brochés petit format et qui abordent, comme je le disais, des questions relatives aux préoccupations des adolescents, que ce soit des préoccupations intimes ou dans la société. On avait notamment sorti de l'autre côté du net le harcèlement scolaire, non c'est non au harcèlement sexuel, et aussi un livre sur le harcèlement scolaire. Et donc en février, toujours, on sort C'est quoi mon genre, donc toujours dans cette collection d'Hortense Lasblesse, illustré par Anis Boutin, qui, je pense, est un des premiers sur la question. Je n'en ai pas encore vu beaucoup sur ce thème-là, qui aborde
les questions de genre qui sont une des préoccupations très importantes des adolescents aujourd'hui. Et qu'on a abordé par cette question justement, c'est quoi mon genre? Parce que ce n'est pas une question qu'on se posait forcément il y a 20 ans, mais c'est une question que les adolescents se posent de plus en plus. Et ils s'autorisent justement à remettre en question le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Et ce livre parle de ces questions-là et explique de ce que ça fait, à travers plusieurs témoignages, ce que ça fait de vivre dans un genre qu'on ne pense pas être le bon, et explique aussi les difficultés voilà, et les aides qu'on peut rencontrer pour en changer, et comment ça se passe dans les rapports dans la famille, avec les amis, les rapports sociaux, dans la société en général. Donc c'est un livre très, à mon avis, très utile, qui va vraiment aider beaucoup d'adolescents qui sont dans ces problématiques-là, et puis même les autres, même leur entourage, parce que ça parle aussi beaucoup de l'entourage. Voilà, et donc je vais laisser la parole à l'autrice qui va en parler mieux que moi. Je m'appelle Hortense Lasblay, je suis l'autrice du livre C'est quoi mon genre? C'est un livre documentaire à destination des ados sur les transidentités. Je pense que c'est un livre qui les concerne directement parce qu'il traite de questions qu'ils et elles peuvent se poser et de réalités, en fait, tout simplement, auxquelles ils et elles sont confrontés. Écrire pour les ados, c'est s'obliger à un travail de pédagogie, et c'est aussi un exercice d'écriture, en fait, parce qu'on est obligé d'avoir une écriture qui soit simple, qui soit compréhensible, qui ne soit pas trop simpliste, mais on ne peut pas se cacher derrière des formules toutes faites. C'est ça qui m'intéresse et qui me plaît dans l'écriture pour les adolescents et les adolescentes. C'est aussi important pour moi parce qu'il y a une question d'éducation derrière tout ça. Et notamment en ce qui concerne les transidentités, je pense que c'est important que les plus jeunes, qui pourront peut-être transmettre aux plus vieux aussi, aient des informations sur cette question-là, et des informations sur ce que c'est que d'être trans, sur les transitions, sur la transphobie, pour justement lutter contre cette transphobie. Parce que plus on connaît l'autre, plus on connaît ce qu'il traverse, plus, à mon sens, on l'accepte. Et Combattante, donc Combattante, rugby, une histoire de femme, c'est un livre écrit par Isabelle Colomba. Et Sophie Buxom a dessiné les images, parce qu'il s'agit d'une bande dessinée. C'était un parti pris, parce que vraiment c'était une histoire qu'il fallait raconter en beaucoup d'images. C'est une histoire de lutte, vraiment, de lutte collective. On en revient encore au groupe et au collectif. C'est aussi une histoire de féminisme, puisqu'il s'agit de faire admettre un milieu particulièrement machiste que les femmes, elles aussi, peuvent jouer au rugby. Donc elles ont eu affaire à des interdictions, même de jouer au rugby. Elles ont eu affaire à des difficultés matérielles, pas d'argent pour acheter des maillots, pas d'argent pour voyager, pour aller disputer un match dans une autre ville, par exemple. Pas de terrain pour s'entraîner, pas de vestiaire, pas de toilettes. Des difficultés vraiment qui ne les ont jamais arrêtées. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, des femmes qui ont commencé à jouer au rugby dans les années 30 et ensuite après la guerre, elles ont vraiment fait des choses contre tout le monde, et elles ont été animées par une passion incroyable qui a fait que maintenant le rugby est devenu aussi un sport de femmes. On vient de la Coupe du monde de rugby féminin vient de se passer en Nouvelle-Zélande. Les Françaises sont arrivées 3e, et elles se sont vraiment distinguées dans cette compétition.
Et le rugby est par ailleurs pratiqué de plus en plus maintenant dans les banlieues, et c'est aussi un vecteur d'émancipation pour les jeunes filles. Donc voilà, c'est un livre qui est passionnant à lire parce que c'est vraiment une épopée. Et je vais laisser Isabelle et Sophie en parler. Bonjour, je suis Isabelle Colomba et je suis autrice. Et moi, je suis Sophie Buxom, dessinatrice. Alors aujourd'hui, cela ne choque personne de voir des filles jouer au rugby. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, les femmes n'avaient pas le droit de pratiquer ce sport. C'est cette histoire méconnue qu'on raconte dans notre BD Combattante, l'histoire de femmes qui ont désobéi pour pratiquer le sport qu'elles aimaient. Elles ont lutté contre les préjugés, les insultes, et dans ce combat qu'elles ont mené, elles ont été aidées par des hommes qui ont su être leurs alliés. Alors aujourd'hui, l'équipe de France de rugby féminin est l'une des meilleures du monde. Et les joueuses, les filles sont de plus en plus nombreuses à participer, notamment en banlieue. Quand j'écris pour les ados, j'aime parler de transmission. Montrer aux ados qu'ils et elles s'inscrivent dans une histoire et qu'il y a des liens entre les générations et les époques. Ce qui me plaît dans le rugby, c'est que les équipes sont composées de joueuses très différentes, aussi bien physiquement que dans leur parcours de vie. On l'a bien vu d'ailleurs dans l'équipe de France, cette année dans la Coupe du Monde, elles ont gagné la médaille de bronze parce que ces filles sont très différentes. Agricultrices, ingénieures, aides-soignantes, elles apportent chacune quelque chose dans un collectif. Et on va avoir besoin de toutes ces filles très différentes pour gagner. Dans l'époque dans laquelle on vit, montrer qu'on peut être quelqu'un singulier avec un parcours de vie, des convictions, des idées et jouer un rôle dans un collectif, moi je trouve ça très très fort. Et à mon sens, les joueuses de rugby sont un exemple et leur histoire donne vraiment beaucoup d'espoir. Avec notre BD Combattante, on s'adresse à tous les ados, filles ou garçons, fans de rugby ou pas, pour leur raconter une histoire de liberté et d'engagement. Dernière manche, on revient à la fiction. C'est le troisième roman de Catherine Dabadi que je publie. Catherine Dabadi sait se saisir d'enjeux contemporains pour proposer des romans engagés, humanistes, jamais didactiques. Son premier roman, Au nom de l'ours, avait un enjeu environnemental, protection animale, puisque c'était un ours qui était menacé par la construction d'un tunnel autoroutier dans la montagne. Son deuxième roman, Mauvais sang, se passe en Italie, et là il est question du fils d'un mafieux, et qu'est-ce que ça veut dire de grandir dans un milieu mafieux. Et là, avec dernièrement, elle s'est emparée d'un sujet d'actualité qui malheureusement est toujours d'actualité, c'est la crise migratoire, c'est le sort des migrants, de ceux notamment qui veulent absolument traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Et là, elle va faire se rencontrer deux trajectoires de deux garçons qui ont le même âge, mais que tout oppose au départ. L'un est français, l'autre est afghan. Et elle le fait avec vraiment le ressort de la fiction. Donc, on n'est pas dans un roman édifiant. Moi, je n'aime pas les romans jeunesse où, dès la première ligne, on a compris qu'on veut aborder un sujet. Il faut que ça tienne par la force même de la fiction, la présence des personnages, la force de la narration. Et Catherine Dabadi a ce talent-là, et avec aussi cette façon de créer de l'action, et c'est des romans dont on tourne les pages aussi, qui sont parce qu'on est vraiment pris par l'histoire. Et Catherine va vous raconter la genèse de ce livre et son histoire. Bonjour, Catherine Dabadi, je suis autrice jeunesse. Dernière manche est mon troisième roman. Dernière manche, c'est la rencontre entre deux adolescents qu'a priori tout sépare. D'un côté, on a un migrant afghan qui a échoué aux portes d'une ville qui pourrait être Calais et qui est seul, sans argent, sans famille. Et de l'autre, on a un collégien qui, a priori, n'a pas tous ces problèmes-là. Il vit avec son père, marin-pêcheur. Et ces deux adolescents vont se rencontrer dans des circonstances exceptionnelles, vont s'associer, se lancer dans un pari un peu fou, puisque tous les deux, pour des raisons différentes, veulent absolument rejoindre l'Angleterre et traverser la Manche. Donc, Dernière manche, c'est avant tout un roman d'aventure. Il y a beaucoup de questions de police, de danger, de course de moto, de mer. Mais c'est aussi un roman dans lequel j'ai voulu donner
j'ai essayé de donner un visage, un nom, une histoire, une réalité à ce mot de migrant qui est souvent vidé de sens, au contraire chargé de beaucoup de préjugés. Donc je voulais que le jeune lecteur s'interroge et se rende compte de ce que ça veut dire être un migrant arrivant en France, adolescent, sans liens familiaux et privé de tout. Ce qui est bien en littérature jeunesse, je trouve, c'est qu'on peut prendre les adolescents par la main et les emmener vers des territoires où les adultes ne s'aventuraient pas forcément. Donc, c'est avoir beaucoup de liberté dans l'imaginaire, c'est intensifier les situations, c'est intensifier les émotions, c'est très gratifiant. Ensuite, je vais écrire pour les jeunes. De mon point de vue, c'est se donner la mission aussi, alors certes très modeste, mais de les faire se questionner sur la société et le monde qui les entoure. Je pense qu'il faut parler à leur cœur, mais il faut aussi parler à leur tête. Et nous terminons avec le Ne le dis pas à papa, le nouveau roman d'Emmanuel Hahn. Emmanuel Hahn a signé une saga, La Sublime Communauté, un roman illustré Ashoka. Et là, il signe une œuvre plus personnelle, où la quête de la narratrice fait vraiment écho au questionnement identitaire chez beaucoup de jeunes gens dans la France d'aujourd'hui, qui sont français, mais pas tout à fait français à part entière, parce que on leur renvoie toujours la question des origines, on leur renvoie cette question, mais d'où viens-tu, à cause d'une couleur de peau, de traits ethniques, et qui en ont marre d'être assignés à ces préjugés, de faire face à ces préjugés, à ces discriminations. Et la jeune narratrice d'Emmanuel Hahn, et elle va l'expliquer, et de parents chinois et français. Et alors que certains s'émancipent finalement de cette injonction, de cette réduction d'identité, elle le vit comme un vide identitaire. Et elle va chercher à renouer avec justement des racines, cette branche de la généalogie qui lui manque, en effectuant un voyage. Et quel voyage, puisque c'est un roman qui nous transporte dans tous les sens du terme. Et c'est Emmanuel qui va en parler. Pourquoi j'aime écrire pour la jeunesse? Alors d'abord, il faut savoir que je ne fais pas exprès d'écrire pour la jeunesse. J'ai une histoire, je l'écris, et il se trouve que tout ça est très compatible avec le public jeunesse, à savoir plutôt en ce qui me concerne grands ados, jeunes adultes. Après, je crois quand même qu'écrire pour la jeunesse me donne une immense liberté, et que sans doute, si je devais écrire consciemment, en sachant que je m'adresse à des adultes très très sérieux, peut-être que je serais un peu impressionnée, voire inhibée, et du coup forcément ce serait très différent. De quoi parle mon dernier roman, Ne le dis pas à papa? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un père chinois et une mère française. Donc elle a l'air d'une chinoise, mais elle vit en France, elle ne parle pas chinois, et elle vit cette spécificité comme une sorte de confusion identitaire, une forme de mensonge, d'imposture, et pour échapper à ça, le jour de ses 18 ans, elle décide de disparaître. Elle va partir en Chine, non pas pour se relier à ses origines, dit-elle, mais plutôt pour se fondre dans le décor et disparaître, s'oublier. Le livre est son carnet de voyage qui relate donc son périple, ses aventures multiples et sa quête. C'est un livre qui aborde donc les thèmes de l'identité, de la quête des origines, des thèmes qui souvent surgissent à l'adolescence. C'est une quête qui va durer, et qui peut durer en tout cas toute la vie, mais qui démarre souvent à l'adolescence. Et puis je crois qu'aujourd'hui, évidemment, on est très 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 nombreux à avoir ces caractéristiques, c'est-à-dire à avoir des origines multiples, quelles qu'elles soient, à avoir la tête qu'on a, mais pas forcément la culture qui va avec. Et tout ça est une immense richesse, mais aussi une forme de complexité. Alors pour terminer, on vous présente un peu les titres qui ne sont pas destinés particulièrement aux adolescents, c'est pour que vous ayez un panorama de notre production de cette fin d'année, avec de beaux albums, avec des documentaires, avec des romans aussi qui ne sont pas forcément des romans ados, comme Le Roi des crapauds ou comme Screamers.
Voilà, donc c'est tout le catalogue de fin d'année d'Actes Sud que vous voyez ici. Et je voulais répondre à une question qui a été posée en ligne. Comment choisissez-vous vos auteurs? Je dois dire que souvent, ce sont eux qui viennent nous solliciter, qui nous choisissent. Et que voilà, après nous, après des relations s'établissent particulières avec certains auteurs avec qui on a déjà commencé à travailler. Alors, quelquefois, on les ressollicite, notamment en documentaire pour d'autres livres. Mais il y en a beaucoup qui arrivent aussi par des chemins détournés, par des connaissances, par aussi quelquefois en envoyant des manuscrits ou des propositions directement. Voilà, c'est assez varié et c'est une partie très importante du travail qu'on effectue chez Actes Sud Junior. Et s'il n'y a pas d'autres questions... Peut-être, Isabelle et François, que vous pouvez nous donner rendez-vous sur le salon la semaine prochaine? Alors, effectivement, nous serons présents sur le stand K33, je crois. Pauline, tu sais, toi, Pauline? K13. K13, voilà. Bravo, Pauline. Au rez-de-chaussée du salon. Enfin, on est toujours au même endroit, donc voilà, on y sera encore cette année et on vous accueillera avec plaisir. Avec de nombreuses autrices, nombreux auteurs en dédicace, on imagine. Tout à fait. Donc, on peut vous retrouver à partir de mercredi 30 novembre à la Grande Halle à Montreuil pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci beaucoup pour vos présentations, Isabelle et François. Bravo à Pauline pour cette technique rondement menée. Et à la semaine prochaine. Belle fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.